Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rankings, le podcast qui classe les rois de France, du meilleur au pire, à la saucisse cosmique. Et bien évidemment, je ne peux pas classer ces rois tout seul, je suis accompagné du côté droit, à ma droite, de Stanislas. Salut Stanislas, comment vas-tu? Salut, ça va bien et toi? Eh oui, j'ai ouï dire que tu avais énormément préparé ce podcast avant d'arriver, il me semble. Donc Ouais. je sais que tu es frais, tu es prêt à attaquer ton concurrent, mon historien qui est à ma gauche, il me semble. Et cet historien, c'est Kate Storm, qui lui aussi, pour une fois, m'a demandé ce qu'il y avait à faire il y a exactement 1 minute 30 et qui est donc prêt pour attaquer, pour en découdre sur le roi d'aujourd'hui. Salut Kate Storm, comment tu vas? Bon, écoute, ça va bien, toi? Ça va plutôt pas mal. Est-ce que tu peux, comme à chaque fois, nous expliquer, pour ceux qui nous écoutent, pour nos auditeurs, nous rappeler ce que c'est que le rankings? Alors j'ai expliqué, mais comment on classe ces rois avec ces histoires de S, de E, de A, de V? Explique-nous les règles, s'il te plaît. Pas de souci, mais je vais finir par croire qu'on n'a pas les auditeurs les plus brillants non plus. Alors du coup, le ranking, c'est un classement et on classe la politique intérieure, extérieure et un peu le tout des rois de France. Donc la meilleure note, ça va être la lettre S comme spécial. Et on va noter les A, ça va être les très bons rois, les B, les bons rois, etc. Jusqu'à la lettre E, là c'est vraiment un gros naze, une merguez, voilà, t'es un gros nulos. Et on a eu pas mal de rois déjà, on se rappelle que Louis XV il avait été rang C, Charles X rang D, etc. Le dernier qu'on a fait c'était Napoléon III et aujourd'hui Gros succès. on va voir qui? On va voir Henri IV, évidemment. Donc, tu as raison. Je rappelle d'ailleurs, avant qu'on attaque notre bon Henri IV, on change d'époque. Je crois que Kate Storm, tu es content d'ailleurs de changer de siècle, c'est ce que j'avais compris. Parce que tu en as un peu ras-le-bol, non, il me semble, de Le 19e siècle, c'est vraiment un siècle, oh là là, il m'épuise. Après 300 ans de consanguinité, c'est normal aussi. Bon, donc oui, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Vous pouvez également classer vos rois. Vous avez le droit de pas être d'accord avec nous. Vous avez le droit même d'argumenter, de dire je ne suis pas d'accord. Henri III, c'est un très bon roi. Parce que, enfin, roi, monarque, bien évidemment, parce que, et vous pouvez évidemment développer, nous, ça nous va bien, on répondra avec grand plaisir. Et effectivement, tu avais parlé de 3 critères de notation, je le rappelle, puisque notre podcast est découpé en 3 grandes parties, puisque nous allons juger la politique intérieure du roi, nous allons juger la politique extérieure, c'est-à-dire sa diplomatie, et éventuellement ses guerres s'il y en a, et enfin, nous allons voir, si mon micro ne se sauve pas, ce qu'il laisse, ce qui est arrivé, enfin ce qu'il y avait au départ quand il est arrivé, et ce qu'il laisse à la France. Et c'est comme ça qu'on peut véritablement juger si c'est un bon roi ou pas. C'est qu'est-ce qu'il y a après lui. Et ça, c'est toujours important. Et Kate Storm, et d'ailleurs vous deux, Stanislas aussi, vous dites souvent qu'un roi qui a abdiqué ou qui n'a pas pu terminer son règne, ça ne peut pas faire un bon roi. Qu'en est-il de Henri IV? On sait déjà, on va peut-être spoiler parce qu'on sait déjà comment ça va se terminer cette histoire. Mais avant, peut-être, parce que là, on change de siècle, peut-être je vais laisser Kate Storm contextualiser un peu ce nouveau siècle et expliquer un peu cette situation, ce qui se passe avant le règne d'Henri IV, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Je te laisse un peu la parole. Merci pour cette intro. Alors, je vais essayer de faire court quand même, mais ce qu'il faut se dire, c'est que à l'orée du XVIIe siècle, c'est-à-dire au début des années 1600, on a une France ruinée, on a une France avec un pouvoir royal très affaibli, on a une France qui est envahie, notamment par les Espagnols, on a un pays qui sort de quasiment 30 ans de guerre civile, on est à un des points les plus bas de l'histoire de France. Et juste un siècle plus tard, la France est la première puissance au moins européenne. Elle a agrandi son territoire de pas loin de 15% et elle est l'acteur majeur dans les relations internationales. Et dans ce siècle, qu'on appelle le grand siècle, qui va être le siècle de la prédominance française en Europe, on va avoir tout juste 3 rois. Henri IV, qu'on va voir aujourd'hui, Louis XIII, puis Louis XIV. Et ces 3 rois fondamentaux, les 3 rois bourdons, vont faire
de la France, le premier acteur européen en remplaçant l'Espagne au niveau de l'hégémonie. Donc on va voir Henri IV comment, en héritant un royaume dans un état cataclysmique, comment va-t-il faire pour redresser un peu le royaume, sachant qu'on triche un peu parce que Henri IV il prend la couronne en 1589, donc 11 ans un peu avant, mais c'est pas grave. Merci, franchement, bravo, t'as été hyper concis. Ce n'était pas un tunnel, c'était vraiment. Je suis impressionné par ton esprit de synthèse. Franchement. Je deviens tous les jours de plus en plus meilleur. Où est-ce que je vais m'arrêter? Je ne sais pas. Putain, Les possibilités sont infinies. Ça va finir monarque de France. Ça. Je sais pas, mais là c'est bien parti pour. Effectivement, petit rappel, Henri IV, roi de France à partir de 1589. C'est un Bourbon. Je crois que tu avais dit Bourdon, mais on pouvait dire Bourdon aussi. Ça nous plaît. On aime ça aussi. Mais il est aussi roi de Navarre en 572. Et c'est vrai qu'il est connu aussi pour. Il y a plein de choses. On pourrait parler plein de choses, mais c'est vrai qu'il est mort aussi par le roux le plus connu du monde, la star des roux, c'est Ravaillac qui l'a tué en 1610. On commence tout de suite, si ça vous va, à attaquer notre analyse de notre roi Henri IV. Comme d'habitude, et là on va laisser la parole parce que il se cache, mais je pense que il n'est pas comme les oiseaux qui se cachent pour mourir. Il se cache pour aller étudier. On va laisser la parole à Stanislas. En quelques mots, comme à chaque fois, on va essayer tu vas nous dire ton ressenti et sans spoiler la suite, mais nous dire un petit peu. Pour toi, Henri IV, qui c'est, qu'est-ce qu'il a fait, ce que tu apprécies chez lui, en tout cas, nous faire un état des lieux d'Henri IV avant qu'on attaque nos 3 grandes parties. Comme d'habitude, je te laisse la parole et après on laissera la parole à Kate Storm. Alors, la première chose, c'est Henri IV vu par l'histoire et les historiens, et lui a vraiment un point d'ancrage, c'est l'édit de Nantes. Donc il est surtout connu pour ça. Mais je pense, et Kate Storm l'a plutôt bien expliqué, que c'est le début de la construction, enfin c'est pas le tout début, mais c'est le début de la construction au XVIIe de l'absolutisme qui atteindra son acmé avec Louis XIV. Donc effectivement à ce niveau-là, Henri IV est extrêmement intéressant, et je dirais même que c'est le début d'une sorte de raison d'État, avec finalement faire passer la construction de l'État avant ses intérêts personnels et idéologiques. Quand bien même il en existe encore beaucoup, notamment la religion. Et pour moi, c'est en ça qu'il est très intéressant. Et justement, son parcours religieux montre bien cette raison d'État et cette volonté de diriger, d'accord, de diriger avec tout le sens, de diriger, administrer, conquérir, etc. Qu'on voit bien dans la citation qu'il aurait dite, Paris vaut bien une messe. Donc Henri IV, pour moi, c'est un symbole. Après, je pense qu'il a été certainement aussi un peu surévalué par rapport à d'autres rois, notamment le suivant, parce que l'édit de Nantes est un symbole de tolérance et que les Lumières dès le XVIIIe siècle vont faire l'apologie de cette tolérance religieuse, qui n'était pas si prégnante que ça. La dernière chose, c'est qu'il faut se rendre compte que ce siècle, c'est un siècle où la société, c'est pas encore une société complètement moderne, elle est encore très organisée en clans, et donc il y a une reprise en main. Il va amorcer une reprise en main que ses successeurs, Louis XIII et Louis XIV, continueront. Merci, Stanislas. Oui, pardon, vas-y. Je finis quand même. Kate Storm l'a bien présenté. Au niveau de la politique extérieure, comme ça, j'aurais fait les 3 points. Il commence effectivement à combattre l'Espagne et à essayer de dépasser la puissance espagnole. Donc que ce soit sur le continent européen, et il va faire aussi quelques tentatives dans les colonies aux Amériques. Merci Stanislas. Alors t'as dit un mot-clé, édit de Nantes, et on reviendra, on réexpliquera tout
ça pour évidemment les gens qui auraient un peu oublié ou qui ne savent pas en détail ce que c'est quand on sera dans la partie politique intérieure. Écoute, Kate Storm, toi, ton avis, est-ce que tu es assez d'accord ou est-ce que ça va être un tango aujourd'hui ou est-ce que ça va être une arène? On va voir ça tout de suite, Kate Storm. En quelques mots, qu'est-ce que tu penses de Henri IV et dis-nous un peu ton bilan par rapport à ce roi. Enfin, un bilan, c'est pas tout à fait un bilan, mais plutôt une présentation, on va dire. Alors, c'est vrai que Henri IV, il a eu plutôt un long règne, plus de 20 ans. Et si je ne jugeais que la personne, l'individu, je le remettrais en S tiers, parce qu'il a une vie incroyable. Incroyable de les challenges, les défis qu'il a dû surmonter. Je pense pas qu'il y ait un autre roi qui a eu à se battre autant. Et quand je dis se battre autant, c'est donner de ses personnes. Hein. On l'oublie beaucoup, mais Henri IV, il a fait quasiment toutes les guerres de religion. La Saint-Barthélemy, bah, c'était pendant son mariage avec Marguerite de Valois, dit la reine Margot. La Saint-Barthélemy, d'ailleurs, je te coupe, hein, on en reparlera quand on fera le roi Oui, effectivement précédent. Mais là, c'est très important, grosse boucherie en c'est France. le jour de son mariage. Donc, c'est hyper important. Hyper important. Et il a une vie vraiment d'aventure. Et à la base, il n'était pas du tout censé monter sur le trône parce que le roi avant lui, c'est un Valois, lui, c'est un Bourbon. Alors évidemment, sa mère était de la famille de François Ier, sa femme est la sœur de Henri III, etc. Mais il a traversé des épreuves insensées pour devenir roi. Et d'un point de vue humain, cette volonté, cette habileté pour arriver au but, parce que les probabilités qu'il devienne roi de France, elles étaient infimes. Et pour ça, c'est quand même remarquable. On en avait parlé à l'époque de l'émission de Louis XVI. Henri IV, roi de France en 1780, jamais il y a la Révolution. Parce qu'il avait un caractère, un leadership, etc., très haut. Et il a su affronter l'adversité. Et souvent en large infériorité numérique. Du coup, ça le place pour moi dans les tout grands, parce que la probabilité qu'il s'en sorte, elle était très faible. Il s'en est sorti et il s'en sort aussi par le haut. Et enfin, on a ce que je regrette de Henri IV, parce que il a eu une vie assez longue, hein, il meurt pas loin de 60 ans. On le réduit toujours à des clichés, genre la poule au pot, des trucs comme ça. C'est tellement... Enfin, voilà, les historiens français, c'est vrai, on les connaît, ça c'est hallucinant. les gros nazes. Mais voilà, c'est un roi assez extraordinaire. Je suis étonné qu'il y a très peu de films C'est exactement ce que je pensais Kate Storm, j'allais dire série Netflix avec je sais pas Omar Sy dans le rôle, ou tu vois un truc comme ça. C'est ça, non mais Ridley Scott là, il aurait mieux fait de faire Henri IV, hein, c'est clair. Mais ce qui est bien avec Henri IV, c'est que si tu faisais une série sur lui, parce que tu peux pas faire un film, il y a trop, c'est que tu aurais pas besoin d'utiliser de la fiction, parce qu'il a eu une vie extraordinaire. Donc voilà, c'est ça un peu mon sentiment sur ce roi au nez assez impressionnant. Merci Kate Storm. Donc on sent que ça va quand même être un peu plus haut que nos précédents monarques. Après, on ne sait pas, hein, on va pas spoiler nos avis tout de suite, mais on sent quand même une petite qualité. Après, est-ce qu'on n'est pas aussi un petit peu sous le charme de ce personnage, hein, peut-être? Est-ce qu'on va avoir vraiment un esprit critique du côté de Kate Storm? On va le voir. Et pour ce, il faut avoir des critères, comme on l'a dit, très objectifs. Et on va commencer tout de suite avec notre premier critère, c'est la politique intérieure. Alors, politique intérieure, je vais laisser, on avait parlé d'Edith de Nantes tout à l'heure, hein, il y a d'autres choses aussi. On avait parlé d'un pays qui était quand même un peu, c'était compliqué avant, il y a eu des guerres, il n'y avait pas trop d'argent, enfin tout ça. Donc voilà, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il va mettre en place et effectivement, est-ce qu'il va réussir à redresser le pays. Je laisse la parole à Stanislas pour commencer. Oui, alors je vais rebondir sur cette fameuse poule au pot qui finalement en soi n'a effectivement pas trop d'intérêt, mais je pense que derrière cette poule au pot, hein, se cache une réelle intention d'Henri IV de redresser
redresser l'économie en fait, de faire un vrai travail sur l'économie en France, hein, ce qui est assez important. Hein, on a le début d'une politique agricole et artisanale, hein, notamment avec un de ses ministres, Sully, et donc à la fois une reprise en main économique et agricole, mais aussi un début de formation d'un appareil étatique, hein, avec les ministères, hein, et une pratique du pouvoir en collégialité avec d'autres personnes. Donc je pense que c'est là où il est très intéressant. Alors, à mon avis, il y a de très bonnes intentions, il y a de réels effets, hein, notamment au niveau de la réussite économique et agricole, mais je pense que en fait, il n'est pas arrivé au bout de ce qu'il aurait voulu mettre en place. Donc ce sont des intentions et des résultats plutôt positifs, mais un peu inachevés. Mais c'est plutôt quand même très positif. Hein, il anticipe ce qui va se dérouler au siècle suivant. Ça, c'est pour l'aspect plutôt économique. Après, d'un point de vue politique intérieur, plutôt niveau Darmanin, il y a effectivement pacifier la France au niveau des guerres de religion. Donc, il fait quelques combats et il y arrive plutôt bien avec ce fameux édit de Nantes, mais qui finalement n'aura pas non plus une si grande postérité. Alors, il faut voir il y a eu plusieurs édits. Hein. Il a commencé par un édit. Je crois que c'est 1591, qui est signé pour laisser la pratique un peu plus modérée aux protestants, et après il y a cet édit de Nantes qui en soi est un édit de tolérance religieuse, mais qui ne durera pas plus d'un siècle. Donc bilan quand même plutôt positif, mais un peu inachevé. Merci Stanislas. Et pour revenir un peu avant de laisser la parole à Kate Storm, sur une phrase que vous dites souvent, et là je rebondis aussi dessus. Souvent on dit un bon roi, c'est aussi quelqu'un qui sait s'entourer. Et là, autant avant, je pense que Kate Storm sera d'accord, peut-être pas, hein, mais autant avant, c'est vrai que les monarques qu'on a vus étaient entourés de gens, alors des fois bons, des fois moins bons, et qui l'entraînaient vers la pente douce de la difficulté, voire de la catastrophe, voire du cataclysme. Là, on a quand même, et c'est ce que tu as dit, deux personnages. En tout cas, déjà, on parle de politique intérieure avec Barthélemy de Lafémas, par exemple, sur l'industrie du commerce, et Sully, qui vont quand même, qui s'occupent de l'agriculture, qui vont quand même être des gens qui sont costauds autour de lui. Là, il a quand même pas une équipe de branquignoles, quoi. C'est quand même du lourd, je pense. Alors, c'est vrai. Ce qui fait aussi que c'est pas mal. Mais je pense que finalement, quand on voit, et Kate Storm l'a bien dit aussi, enfin, on peut pas le raconter, mais tout son parcours avant d'arriver au pouvoir, on pourrait dire qu'Henri IV pratique une politique dans le sens vraiment contemporaine du terme, c'est-à-dire dans la recherche du pouvoir, hein, dans la pratique de la politique pour la recherche du pouvoir. Donc je pense qu'il y a un fil directeur. Hein, il ne pratique pas, il n'exerce pas le pouvoir comme les monarques précédents qui héritaient le pouvoir d'une façon un peu plus entre guillemets facile, hein, avec la patrilinéarité familiale. Lui, il a plus de difficultés. Et après, on va pas faire d'analyse psychohistorique, mais je pense que ça a influé sur sa manière de diriger. Le lapsus, j'adore ton lapsus. Oui, c'était un peu, c'était une main de fer. C'était quand même assez dur, quoi. Il y a une réelle réflexion. Je dis pas que les autres dirigeaient comme des benets, mais il y a une réelle réflexion. Et il y a une réflexion qui est finalement un peu plus. Le spectre est plus élargi. J'ai l'impression que les précédents. Alors, les autres vont lui emboîter le pain, hein, mais le spectre est plus élargi parce que il y a la volonté de bien diriger, mais il y a aussi la volonté il doit s'imposer à chaque fois. Et quand il prend le pouvoir, il doit se montrer, il doit conquérir les différents clans, il doit conquérir un royaume. Bon, même si finalement les paysans n'ont quand même que très peu d'influence, hein. C'est surtout au niveau de la noblesse et de la haute noblesse que ça se joue. Hein. Et finalement, ce qui se passe lors de son règne, ce sont des choses qui vont se passer après. Hein, cette reprise en main, effectivement, ce gant de fer comme tu l'emploies, c'est aussi, il y en a quelques-unes, le début des premières révoltes contre l'affermissement de l'État, qui se traduit principalement par la mise en place de taxes. Hein, faut pas se leurrer non plus, un peu comme aujourd'hui.
Exactement. Kitestorm. Ouais, Henri IV, comme je disais, là, c'est quelqu'un qui est connu pour une certaine bonhomie. On va dire de nos jours, on dirait qu'il a des très bons social skills. Mais en vrai, c'est un homme de guerre. Il fait la guerre pas loin de 30 ans, c'est-à-dire de environ 1570 à 1600. Son règne, tu peux le découper en deux. Il règne 20 ans. Les 10 premières années, il est en guerre, premièrement contre la Ligue catholique, puis contre l'Espagne, puis contre la Savoie. Et donc la deuxième partie, 1600 jusqu'à son assassinat en 1610, le royaume est en paix. Et donc, par exemple, il n'hésite pas à exécuter certaines personnes qui lui désobéissent, etc., qui le trahissent. C'est un homme de guerre, c'est un homme avec une autorité. Il y a une anecdote que je trouve assez révélatrice. Alors, Henri IV, il a couru après l'argent toute sa vie parce qu'il était tout le temps ruiné, vu qu'il fait tout le temps la guerre. Et à un moment, il n'avait même plus de quoi payer ses fournisseurs pour sa table. Et le duc de Savoie, il lui propose de payer ses gardes du corps. Et Henri IV lui dit, le premier qui accepte cet argent, je le fais pendre. Henri IV, il a une bonhomie, mais c'est une bonhomie de façade. 30 ans de guerre dans les conflits de religion. M'étonne. François Hollande, il n'aurait pas survécu, tu vois. T'es obligé d'être hardcore. La nature même fait que. Et pour en revenir à ses collaborateurs, ils s'entourent bien. Pourquoi ? Parce que c'est une époque où, enfin, terrible. T'es obligé. C'est des gens. Il y a eu en tout, parce que nous on dit les guerres de religion parce qu'on est des flemmards, mais il y en a eu 8. Et au bout d'un certain temps, tu sais sur qui compter et sur qui tu peux pas compter. Et surtout, lui, il fait principalement partie du camp protestant. Les catholiques en France, c'est 90%. Les protestants, c'est à peine 10%. Donc les gens qui vont le suivre, par exemple, on a parlé tout à l'heure de Sully, ils rencontrent Sully quand Sully il a 12 ans. Des gens qui vont le suivre toute sa carrière, qu'il connaît bien, et il va s'appuyer sur certaines personnes. Henri IV, là où il est intelligent, c'est que dans son conseil, même quand il est encore pendant les guerres de région, quand il est même pas roi, il a des officiers catholiques, il a des officiers protestants. Il a cette souplesse intellectuelle, il changera d'ailleurs 3 fois de religion, passant de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Et en même temps, il sait ne pas être rancunier. Donc il a une habilité humaine que bien d'autres personnes n'auront pas ou qu'on n'ont pas eu. On a parlé du Gogolito de Charles X, lui il l'avait pas pareil. Et pour en revenir sur la politique... Il a tenu 15 minutes, c'est bien. pour en revenir à la politique intérieure, les 10 années de paix qui commencent, aux environs de 1600, la France elle est en guerre depuis pas loin de 50 ans. C'est énorme. C'est-à-dire que le pays, il est au-delà de exsangue. Et du coup, la reprise économique qui commence, et Henri IV met un grand soin à faire repartir l'agriculture, etc. On se rappelle de la phrase éculée, l'agriculture et l'élevage sont les deux mamelles de la France, blablabla. Et ces 10 années, on va avoir une grande reprise économique, notamment aussi avec la création de ce qu'on appellerait plus tard les manufactures. Et pour en revenir à ce que Stanislas disait, c'est vrai que c'est aussi la consolidation de l'État, qu'on va dire moderne, avec des ministères, des fonctionnaires et une significante augmentation des impôts. Et l'une des raisons pour laquelle il se marie avec Marie de Médicis, c'est parce qu'il a plus une thune, il est à sec. Et c'est la principale raison pour laquelle il épouse la riche, très riche Marie de Médicis. Et là, ça va être l'une des terribles erreurs de son règne, parce que Marie de Médicis, je pense que c'est la pire reine de France, de loin. Donc voilà un peu mon sentiment sur ce roi. C'est vrai, beaucoup de calculs politiques en fait. Les conversions religieuses, le mariage. En fait, c'est là où je disais que c'était vraiment un politique dans le sens de la recherche du pouvoir. C'est que où sont ses convictions en fait, que ce soit religieuse ou sentimentale, quand bien même on devrait avoir des
conviction sentimentale, mais on sent qu'il recherche à affermir son pouvoir en fait, tout le long. Alors après, le bilan est quand même positif et ce qu'il essaie de faire mais on fait les guerres de religion. Alors, les 8 guerres de religion scancées par les historiens sont finies, mais finalement le réel affrontement entre la France protestante et catholique, ça se finit bien après son règne, 20 ans après son règne, hein, au siège de La Rochelle, 1629 ou 1630, Kate Storm. Ouais, c'est à peu près C'est ça. ça, Mais je dirais le siège de La Rochelle, c'est différent. Louis XIII, il va à La Rochelle parce qu'ils ont trahi. La Rochelle, je trouve, c'est isolé. Là où Henri IV, bah, un peu, il me fait penser, tu sais à qui? À Tito de Yougoslavie. Lui, comme il était et protestant et catholique, il arrivait à dépasser ça. Et Tito, comme il était et slovène et croate, il pouvait se mettre au-dessus des nationalismes. Et tu me diras, l'un comme l'autre, donc c'est des personnages très charismatiques, c'était des queutards. Henri IV, je crois qu'il a eu pas loin de 60 maîtresses officielles. Donc je te laisse, on compte pas les servantes de passage. Peut-être même qu'il a enfilé un ou deux gars sans se rendre compte, mais il a une vie vraiment là pour Netflix, comme ils adorent mettre du cul partout. Alors genre tu vas acheter une baguette, allez hop la boulangère à la poêle. Enfin bref, et allez c'est la première fois que je vais utiliser ce mot dans ma vie et je suis content de permettre à Ranking. Il a une sorte de truculence qui est quand même assez, assez étonnante. Mais oui, c'est lui qui... Parce qu'on n'a pas parlé de... C'était quoi l'édit de Nantes? Et du coup, on sait qu'on n'a pas les meilleurs auditeurs au monde. Du coup, peut-être, Périclès, est-ce qu'il faudrait pas expliquer l'édit de Nantes? C'est quoi? Ah ben si, évidemment, évidemment, même si tu as esquissé, hein, Stanislas, ce que c'était, mais rentrons un peu dans le détail de l'édit de Nantes, s'il vous plaît. Qui veut le faire, qui veut... Enfin, vous pouvez même vous partager. Parce que je sens aujourd'hui une sorte un tango, une valse à 1000 temps, où tous les deux, vous allez être dans un accord surtout commun. Et ouais, ça sent la solidarité. Qui j'ai veut l'impression expliquer un qu'on peu est l'édit sur de Nantes Netflix. et les conséquences? Pardon? J'ai l'impression qu'on est sur Netflix. Ouais, c'est un D'accord. peu ça, ouais, c'est ça. Je me demande qui va jouer la boulangère. Bon, euh, J'espère que c'est pas Kate Storm en tout cas. bon allez, vas-y, c'est toi qui Alors, as la édit de parole. Nantes, Explique-nous un petit peu ce que c'est. c'est un édit de tolérance religieuse qui date de 1598, hein, qui a finalement deux objectifs: mettre fin justement aux fameuses guerres de religion. Hein. On en a marre des affrontements entre les différentes ligues et les différents clans. Et on dit souvent de tolérance religieuse, et je l'ai dit moi-même, hein, mais c'est finalement un édit qui accorde certains droits religieux, hein, aux protestants, mais aussi des droits civils, militaires dans certains lieux du royaume en fait. Et donc c'est pas forcément un édit de tolérance comme on pourrait, enfin, comme on pourrait. Si je dois faire un anachronisme, hein, il y a pas d'indivisibilité du royaume. Hein, les protestants ont des droits, ont plus de droits dans certains lieux, notamment la ville de La Rochelle. Et c'est pour ça que Kyle Storm disait que les protestants, effectivement, n'y avaient pas respecté tous ces droits. Donc voilà, il y a la possibilité de pratiquer dans certains lieux la religion et dans certains horaires, etc., etc. Mais il y a aussi la possibilité de se défendre. Au fond, l'édit de Nantes, c'est la reconnaissance que les protestants peuvent vivre. Voilà, tu peux résumer à ça, parce que le but de la Ligue, c'était d'exterminer les protestants ou de les faire partir. L'édit de Nantes, il dit, bah ok, vous pouvez vivre sous certaines conditions, dans certains endroits, mais la France reste un royaume catholique. C'est ça le fond. Alors, il va même pas finir le siècle, c'est le fameux édit de Nantes, mais la France était tellement épuisée, et comme le chef des catholiques, eh ben, lui-même était, il pouvait pas être hostile aux protestants, parce que on n'a pas parlé, mais sa mère,
était une des protestantes les plus importantes du royaume de Navarre. Donc c'est pour ça que ça se fait, c'est pour ça que c'est important. Son fils et son petit-fils vont le détricoter, mais il a eu cette finesse que par exemple, je pense à l'empereur Maximilien dans le Saint-Empire, 5 ans après, il l'aura pas, et ce qui va donner la terrible guerre de 30 ans, mais on en parlera quand on fera Louis XIII. Merci messieurs pour cette explication. Peut-être pour conclure sur cette partie intérieure, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut parler quand même du renforcement de l'image royale aussi, qui avait été un peu ternie au préalable. Renforcement peut-être aussi avec le côté la grandiloquence par la reconstruction des châteaux, le développement par exemple la Fontainebleau, etc., où on montre quand même que le roi existe. Il a un peu plus d'argent donc il peut le faire. Mais aussi peut-être dont on n'a pas parlé, c'est l'édit Paulette aussi. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. Parce que quelque part, il appuie aussi son absolutisme et montrer que c'est lui le boss, en donnant peut-être un peu moins de force, effectivement, aux parlementaires, en tout cas aux gens qui l'entourent. Je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus, si vous êtes d'accord ou pas. Mais en tout cas, on est vers un roi qui dit attention les gars, c'est moi le roi et je vous le montre par ma richesse et par mon importance et c'est moi qui décide. La fameuse main de fer dont je parlais tout à l'heure. Ouais, la Paulette, c'est mixte. Le problème de Henri IV, c'est que comment il fait la paix? C'est une bonne question. Donc ou bien il les bat militairement sur le terrain, je parle de la période guerre civile, ou bien il les soudoie entre guillemets, c'est-à-dire ok je te donne 1 million de livres et tu te ranges à moi. Et il dépense énormément d'argent comme ça. Et cet argent il faut bien le trouver. Et si tu veux, il achète en grande partie la paix parce que nous, quand on pense aux guerres de religion, euh, c'est beaucoup une guerre de pauvres, quoi. C'est des armées de 2000 hommes, 3000 hommes. C'est des combats à petites échelles, mais ça dure tellement longtemps. C'est beaucoup, on ravage les campagnes, etc. Il n'y a pas beaucoup de batailles rangées en vrai. C'est beaucoup des coups de main, etc. Mais c'est tellement long et l'impact sur les populations civiles est tellement fort, c'est pour ça que c'est resté. Du coup, il achète la paix. Je dis pas qu'il fait pas bien, mais ces sommes énormes, il faut les trouver. Et pour ça, il va vivre, moi ce que j'appelle d'expédients, et là ça va être pour moi l'un des moins, c'est que il vend des futures rentrées d'argent de l'État. Et ce qu'il va faire, et ensuite la régence de Marie Médicis a explosé, puis Louis XIII, puis Louis XIV, et on rentre dans le cercle vicieux des budgets non équilibrés, de la mauvaise gestion de la dette, des dépenses de l'État qui vont en diminuant, etc., etc. Et ça va avoir les conséquences qu'on sait. Donc pour moi, il n'a pas trouvé structurellement la réponse. Pour lui, situation exceptionnelle, je fais quelque chose d'exceptionnel. Le problème, c'est que ses successeurs vont le faire aussi. Et au final, la Paulette, ça va être la source de débat, je ne sais pas, pendant 1 siècle et demi cette affaire, ça va pas s'arrêter en fait. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la partie politique extérieure ou est-ce que vous aviez encore 2-3 éléments à dire? Non? Moi, la Paulette, ça fait rentrer de l'argent, mais je suis pas sûr que foncièrement ça change grand-chose dans la reproduction sociale des élites dirigeantes. Je pense pas. Alors peut-être qu'il y a un peu plus de néo-bourgeois en provenance du tiers-état, mais il sera arrivé peut-être à ces fonctions-là d'une manière ou d'une autre. C'est ça change quelque chose peut-être d'un point de vue économique et pas tant que ça, mais ça change pas forcément quelque chose d'un point de vue administratif ou social. Voilà, c'est ce que j'avais à rajouter. Mais l'idée est pas mauvaise. Mais c'est pas de lui, c'est celui encore. Merci Stanislas. On passe à la partie politique extérieure. Alors justement, Stanislas, on va te laisser la parole. Est-ce que cette partie est aussi bonne, on va dire positive que sur la partie intérieure? Est-ce que c'est plus compliqué? Justement, dis-nous ce que tu en penses et tu peux rentrer plus en détail si tu le souhaites.
Alors, je dirais qu'il y a deux points principaux, et bon, ça va en même temps avec la géopolitique de l'époque, hein. Il y a effectivement, et ça Keystone l'a plutôt bien présenté en introduction, euh, replacer la France en Europe, hein, et surtout essayer de dépasser la puissance espagnole, qui est la première puissance européenne, hein, du fait de la colonisation des Amériques et surtout du Sud au XVIe siècle. Donc ça, c'est plutôt assez positif, hein. Alors après, il faut voir que ce qu'il fait est positif, mais il profite aussi d'un affaiblissement continu de l'Espagne et de la compétition qui s'instaure parmi les puissances européennes au niveau de la colonisation. Ça, c'est mon deuxième point. Il essaie de mettre en place aussi une politique coloniale qui est pas forcément grande, une grande réussite, hein. Il essaie de s'implanter justement en Amérique du Sud actuelle, hein, pour essayer de profiter des ressources d'or et d'argent qui s'y trouvent. Mais c'est pas forcément une réussite. Il y a une guerre aussi contre la Savoie qui se solde là plutôt par un édit, enfin, pas par un édit, par un traité qui est plutôt à l'avantage des Français. Donc il y a plutôt une réussite, et surtout il est conscient des réels enjeux de l'époque, hein. Et effectivement il sort aussi la France du bourbier en fait intérieur qui étaient les guerres de religion, qui ne lui permettaient pas de rivaliser avec les autres puissances européennes. Donc en ce sens-là, son activité est plutôt intéressante. Un roi guerrier, Kate Storm, qu'est-ce que tu en penses? Euh, Ce que je reconnais euh, à Henri IV, c'est qu'il a les cojones de déclarer la guerre à l'Espagne en 1498, parce que si ça c'est le défaut de l'histoire, c'est que nous on regarde par la petite lorgnette la situation de la France, mais la situation de la France, elle dépend de la situation en Europe. Et la situation en Europe, c'est quoi? C'est par exemple le début de la révolte des Pays-Bas contre l'Espagne. Ça va être la guerre de 80 ans, donc une guerre terrible, pas loin des frontières de la France. Euh, L'Empire espagnol ayant besoin d'acheminer des troupes va faire que la France est super important. Le conflit religieux qui déchire la France fait que l'Espagne soutient la Ligue, et notamment les Guises de Lorraine. Le Milanais, ce qu'on nous on appelle Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est des endroits pour faire passer des troupes, etc. Les soubresauts du Saint-Empire qui vont mener encore une fois à cette fameuse guerre de 30 ans, tout ça, c'est dans le contexte de la France. Et la France, euh, elle est l'un des... On dit la fille aînée de l'Église parce que la France a été pendant des siècles la puissance catholique majeure en Europe. Et avec les guerres de religion, il y a le risque que la France elle passe du côté protestant. Du coup, on aurait quoi? Une grande partie de l'Allemagne protestante, les Flandres et les Pays-Bas protestants, l'Angleterre protestant, la Scandinavie protestant, Danemark protestant. Et ça, l'enjeu de la religiosité de la France fait que on ne se retrouverait plus qu'avec la péninsule ibérique, l'Autriche et l'Italie de catholiques. Et c'est pour ça qu'il va y avoir autant d'interventions. Les guerres de religion en France, elles durent aussi longtemps parce que les catholiques sont soutenus beaucoup par les Espagnes. Du coup, quand Henri IV il va pour se battre pour l'Espagne, il ne faut pas oublier que Henri IV, il est d'abord roi de Navarre. Et une grande partie de la Navarre a été confisquée quelques décennies précédentes par l'Espagne. Donc il a plusieurs motifs d'aller se bagarrer avec eux. Un, c'est que les catholiques qui sont toujours en guerre contre lui, bah, mécaniquement, s'ils déclarent la guerre à l'Espagne et que l'Espagne les soutient, s'ils se battent aux côtés des Espagnols contre Henri IV, ça sera mécaniquement des traîtres. Donc ça, c'est plutôt habile de sa part. Deuxio, il veut récupérer la partie de la Navarre qui lui revient. Et enfin,
Henri IV, il va continuer cette politique qui était une politique sage, malheureusement qui sera détruite plus tard parce que on ne l'a pas, c'est de soutenir les protestants en Allemagne. Et en 1610, quand il meurt, Henri IV, il se prépare à lancer une très grosse guerre contre l'Espagne, notamment pour un problème de succession à Clèves, donc en Allemagne. Et je pense qu'Henri IV, c'est ma conviction, je pense qu'il a été assassiné pour ça. Parce que Marie Médicis, elle était pro-espagnole, elle a été couronnée reine quelques jours précédemment. Donc la politique étrangère d'Henri IV, elle est dans ce début du XVIIe siècle très mouvant, où les positions se figent et qui va nous amener tout droit à la conflagration générale de la guerre de 30 ans. Et je reconnais avoir les cojones de le faire. Comme l'a bien dit Stanislas, les deux guerres qui mènent, et contre l'Espagne et contre la Savoie, ou la colonisation dans notre Québec, on n'en obtient pas des bénéfices territoriaux, mais on a la paix pour 10 ans, et avec jusqu'à ce qu'environ Louis XIII décide vraiment de rentrer dans cette guerre de 30 ans, la France va être en paix pendant 20 ans, ce qui va lui permettre de se remettre à niveau. Tu parlais tout à l'heure de Marie de Médicis et t'étais pas hyper dithyrambique. On fait un point sur sa femme, sur son importance stratégique, etc. Ça serait pas mal pour nos auditeurs pour expliquer un petit peu le relationnel et la stratégie et l'importance de cette femme et en même temps les limites. Qui est-ce qui s'y colle? Tu veux en parler, Stanislas? Bah oui, pourquoi pas. Marie de Médicis. Donc elle est issue d'une famille de très riches banquiers. Et Kelstorm l'a dit tout à l'heure, c'est un mariage qui est dû en partie au fait que la famille de Marie de Médicis possède beaucoup d'argent, hein, puisqu'il faut savoir que les rois et les rois de France notamment empruntent de l'argent, notamment pour faire la guerre, hein, parce que les impôts et les taxes plus que les impôts d'ailleurs, ne suffisent pas. Alors, Marie de Médicis, il l'épouse pour la deuxième partie de son règne d'ailleurs, je crois. Hein. Je dirais que c'est 1599, Kate Storm, c'est ça? Ouais. C'est ça, hein, 99 ou 1600. Ouais, quand il divorce de la reine Margot. Quand il divorce, il a un peu de mal. Mais bon, je dirais que Marie de Médicis, c'est plus tard, plus pendant la Régence, qu'on voit son côté obscur. Elle est assez tenue par Henri IV, hein, elle se comporte comme une épouse de roi, quand bien même effectivement elle peut et elle a d'ailleurs c'est une catholique fervente, donc elle penche plus du côté catholique, mais je pense qu'elle n'a pas forcément un rôle si important que ça pendant le règne d'Henri IV, mais c'est après au décès d'Henri IV, puisque Louis XIII sera mineur, ne dirigera pas, et pendant les premières parties du règne de Louis XIII qu'elle a un rôle plus important. Effectivement, hein, on ne spoil pas la suite, on en reparlera parce que c'est vrai qu'elle jouera un rôle important, mais c'était intéressant là de présenter ce personnage dont on parlera dans un autre épisode qui a fait des choses aussi. D'autres éléments par rapport à la politique extérieure, peut-être Stanislas, tu voulais revenir sur d'autres choses? Non, mis à part qu'on a le mot tabernacle aujourd'hui ou autre chose, non, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la politique extérieure. Globalement, quand Kelstorm parlait, je revois presque un peu ma copie puisque je disais que j'étais plutôt sur une couleur grise, mais il a quand même de très bonnes idées et il réinstaure quand même la France dans les premières places de la géopolitique européenne, hein, à cette époque. Il profite, hein, il sait quand même surfer sur ce qui se passe, puisque on parle de l'Espagne, et je disais que l'Espagne était commencée à décliner, effectivement. Hein, elle a subi une cinglante défaite à la fin des années 80, hein, contre la marine anglaise. C'est le début du déclin entre guillemets de l'Espagne.
c'est pas vraiment un déclin, mais c'est là où l'Espagne va perdre la première place sur le continent européen. Et donc lui, il arrive, hein, et il a conscience des enjeux réels de son temps. Alors, j'en reviens finalement à ce que je disais au début. Je pense que c'est un bon politique, vraiment. Ce qui tranche un peu avec certains rois précédents. Il y a vraiment une réflexion dans la manière dont il exerce le pouvoir et dans les actions qui mène. Ben écoute, merci. Ça fait une belle transition effectivement pour notre dernière partie d'Henri IV, hein, notre dernier critère, c'est qu'est-ce qu'il a récupéré de la France et surtout, eh ben, qu'est-ce qu'il laisse à la France. Et on va revenir aussi à son décès tu parlais de la poule au pot, mais son décès assassiné par Ravaillac qui est aussi un élément extrêmement connu de ce roi, presque. Enfin voilà, il y a des gens qui connaissent enfin presque plus Ravaillac que Henri IV, hein, voilà, qui est arrivé, qui l'a tué. On en reparlera un peu. On arrive donc sur la partie. Le troisième critère, c'est ce qu'il laisse à la France. Kate Storm, selon toi, est-ce que c'est un roi important? Est-ce que je t'ai pas trop entendu l'insulter cette fois-ci, donc je me demande si tu trouves pas que finalement il aurait fait quelque chose pas trop mal. Et là, je reste peut-être voilà dans la litote, on va dire. Non, mais comme je disais, c'est un roi compétent. C'est-à-dire, un roi, au fond, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est diriger des ministres, diriger une armée, diriger une diplomatie. C'est ça, le fond du fond du fond. Quand on parle, quand on a vu les brebis du 19e, ben, la plupart, ils ne savaient rien faire de tout ça. C'est quand même la base. Si tu devais faire demain une offre d'emploi pour devenir roi, bah, exemple, tu mettrais pas perdre le tiers de ton royaume en 2 mois. Ça serait dans les prérequis. Donc non, c'est un roi extrêmement important. Pourquoi? Pas parce que c'est une nouvelle dynastie. C'est lui qui inaugure la dynastie des Bourbons. Ouais, effectivement, c'est vrai Et que donc c'est le premier des Bourbons. ça lance quelque chose. Ouais. On va dire les Capétiens Bourbons parce que son arrière-arrière-arrière-grand-père, c'était Saint-Louis. Donc après, ça fait une branche connexe. Et donc, ça va être les Bourbons. Il va se marier, on a dit, avec Marie de Médicis, qui est la petite fille de Charles Quint. Son fils, Louis XIII, va se marier avec une princesse espagnole. Son petit-fils, Louis XIV, va se marier avec une princesse espagnole, ce qui va mener à la guerre de succession d'Espagne. Et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on a un Bourbon sur le trône d'Espagne. Donc c'est un roi très important, c'est un roi avant lui, la France, elle se bagarre surtout en France. Et elle se marie avec des princesses françaises. Et là, la France, parce qu'on a eu la consolidation des États, un peu partout durant la Renaissance, on va maintenant rentrer dans l'ère des guerres européennes. Et c'est la période moderne. Ça commence pas avec lui. Il y en a eu d'autres, François Ier notamment. Mais oui, c'est un roi très important. Et c'est un roi qui était populaire après sa mort, qui a eu une grande renommée, notamment au 19e siècle. Donc c'est un roi important. Stanislas? Je suis d'accord. Après, quand Kate Storm parlait, je réfléchissais, je me dis que lui, finalement, a reçu le royaume dans un état piteux. Donc c'est beaucoup plus simple de le rendre dans un meilleur état. Ce qui est le cas quand même. Ce qui est le cas quand même. Donc, au niveau effectivement de ça, alors je reviens pas sur le fait que ils font une nouvelle dynastie, qui est certainement avec les Capétiens, la dynastie la plus connue. Enfin, je pense que même sans les Capétiens, c'est la dynastie la plus connue de l'histoire de France, hein. Donc oui, c'est un roi extrêmement important qui malheureusement est souvent réduit à l'édit de Nantes. Et alors c'est un peu dans l'air du temps, mais qui a fait beaucoup d'autres choses. Donc son bilan est tout simplement, et c'est rare de le dire, hein, c'est un bilan positif. Il rend le royaume dans un meilleur état que ce qu'il a pris. Et effectivement, si je reviens et je finirai là-dessus,
il a conscience des enjeux du temps, donc c'est un bon politique. Il sait qu'il faut affermir le royaume de France. Il commence une guerre, enfin il continue, il commence, et il amorce une guerre contre l'Espagne. Donc il a conscience des enjeux intérieurs avec la reprise en main agricole et artisanale, hein, avec effectivement les manufactures. Il replace la France sur la géopolitique européenne et il fait des tentatives de colonisation qui sont pas forcément des réussites, mais qui ne sont pas non plus des échecs, hein, puisque finalement on aura quand même une partie de l'Amérique du Nord qui sera française jusqu'au XVIIIe siècle. Donc on peut pas dire que c'est un échec total. Donc il a conscience et il réussit plutôt. Après il est coupé, mais comme beaucoup de rois, dans ce qu'il a essayé de faire. Donc non, bilan positif sur les trois domaines sur lesquels nous jugeons. Eh ben, et c'est pas souvent, hein. Là, de toute façon, il y a une certaine sérénité, je trouve, qui est sur cette émission aujourd'hui, hein. Je trouve qu'on est serein, on sait où on va. Peut-être même pour la première fois, est-ce qu'on va monter très haut, on ne sait pas. Je voulais quand même rappeler la fin d'Henri IV, hein, essayer de clôturer. Qu'est-ce qui va se passer le 14 mai 1610? Et il est dans son carrosse, hein, il prend la rue, il s'engage de la rue de la Ferronnerie, et entre le 8 et le 10, il y a une personne qui s'appelle Ravaillac qui va sauter dans son carrosse et qui va le planter et va le tuer. Alors, c'est pas rien parce que ça va entraîner des conséquences assez particulières parce que je vous rappelle quand même que son fils, hein, il n'a que 9 ans. Donc, s'il n'a que 9 ans, ça sous-entend que il ne va pas pouvoir régner tout de suite. Et qui va régner à sa place? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est, régner, qui va s'occuper de la régence, hein, qui va assurer la régence. Ça va être sa femme, Marie de Médicis. Et comme tu le disais très très bien tout à l'heure, Stanislas, c'est là aussi on va découvrir peut-être un autre visage, une autre facette de cette personne, mais c'est une autre histoire. Messieurs, je pense qu'il est temps de classer Henri IV, si ça vous va. Ça me va, tout en précisant que c'est peut-être une erreur de sa part, hein, de se faire assassiner de cette manière. Donc il a peut-être pas tout bien fait non plus. Ah. Ah bah tu peux revenir dessus, hein, si t'as, vas-y, hein, si t'as des, un roi doit se protéger, hein, surtout un roi qui est quand même, il a les affaires religieuses n'ont jamais cessé, hein, et à cette époque, donc il y a forcément de l'adversité. Après, tout roi a des ennemis, hein, mais les régicides sont quand même assez rares, puisqu'il y a dans la personne du roi, il y a une sacralité. Donc toucher au roi, c'est s'en prendre aussi à la religion et à Dieu indirectement. C'est pour ça que les régicides sont quand même assez rares. Surtout que c'était pas la première fois qu'on essayait de l'assassiner, parce que le 27 décembre 1594, il a failli passer l'arme à gauche déjà. Il a survécu à, je crois, 16 ou 17 tentatives d'assassinat. C'était un roi qui était haï, l'antéchrist. Il était détesté par les fanatiques catholiques. Et à l'époque, c'est une grande majorité des gens, quoi. Et du coup, là où Stanislas il a raison, c'est que il a survécu à beaucoup de tentatives d'assassinat. Son successeur, Henri III, il s'est fait assassiner et il savait évidemment que c'était risqué. Mais qu'est-ce qui se passe ce fameux jour de 1610? C'est que son ministre Sully est malade, il va aller le voir à l'Arsenal et hop, il monte dans un chariot. Et il sème un peu sa garde. Il ne prend pas le temps de les rassembler parce que en temps normal, il y a des valets, des gardes à pied, des archers, etc. qui vont avec lui. Et le Paris médiéval de l'époque, c'est pas Paris comme nous, hein. Tu renverses une charrette, la rue elle est bloquée, tu as des embouteillages jusque Cergy-Pontoise. Et du coup, Ravaillac qui le traquait depuis des semaines, là, l'occasion rêvée. Et alors, il y a tout un conspirationnisme, il y aurait eu 8 cavaliers, etc. C'est pour ça qu'on ne sait pas si c'est Ravaillac, c'est un trémar qui a été manipulé, influencé,
par des milieux proches de l'Espagne parce que lui, il voulait entrer en guerre contre l'Espagne. L'armée, elle était prête, elle s'était rassemblée, on avait donné la couronne à Marie de Médicis pour qu'elle fasse la régence, enfin, tu vois. Et le problème, c'est que l'Espagne était en galère aux Pays-Bas, donc on ne sait pas. Mais toujours est-il que oui, c'est une erreur de sa part, son assassinat, parce que s'il avait eu ses gardes du corps comme en temps normal, si, tu sais, ça me fait penser un peu à quoi ça mort? À la mort de Sony dans le Parrain 2. Tu sais, quand il part tout seul en voiture à la barrière de À péage. l'essence, à la pompe, Voilà. station-service, et là, Non, bam. non, c'était une station de Non? péage. Station de péage, oui, t'as raison, c'est pas station. Oui, bien sûr, station Et de ben c'est péage, un peu une exactement. mort comme ça. C'est ça. Tu C'est vois. exactement ça. Tu as raison, c'est ça. Et au moment où tu t'y attends pas, c'est ça. Voilà. Exactement. T'as raison. Et du coup, bon après il était plus tout jeune, hein, on n'a pas parlé, mais c'était un queutard de fou, vraiment de fou, de fou, de fou. Ce qui se passe avec la Montmorency, donc une de ses dernières folies de son règne, parce il s'est passionné de nombreuses femmes. Il rentre dans des délires, il menace d'envahir les Pays-Bas parce qu'elle s'est réfugiée là-bas. Enfin, il se passe sa bite a souvent guidé son raisonnement, quoi, tu vois. Alors, je dis pas que c'est quelque chose de pas bien, parce que Périclès, tu en as la preuve vivante que ça marche. Mais Évidemment. c'était à queutard de fou, quoi, tu vois. C'est un peu comme si tu fusionnais Dominique Strauss-Kahn et De Gaulle, quoi, tu vois. Allez, hop, ça faisait longtemps. Bon, messieurs, on va classer Henri IV tout de suite. Alors, on va commencer. Qui veut commencer d'ailleurs? Je veux pas en poser. Qui veut classer Allez, je vais commencer parce que en général, je fais toujours deuxième. Moi, ça va être un A. Alors, mes raisons, c'est que il laisse la France dans un bien meilleur état qu'il ne l'a récupéré, mais dans des ordres de magnitude différents. Un homme habile, un homme beaucoup de courage, un roi combattant, un roi plutôt magnanime, un roi qui sait avoir son autorité, mais qui est aussi plutôt juste, un roi qui connaît l'intérêt de la France. Donc c'est aussi un personnage, on va dire, sympathique. Moi qui suis un parangon de la tolérance et des droits de l'homme, je ne peux que saluer l'édit de Nantes. Donc voilà, je le mets en A. Pourquoi je le mets pas en S? Parce qu'il n'était pas loin du S. Mariage de Marie de Médicis. Il a le tort de mourir trop tôt et de laisser le royaume dans les mains de Marie de Médicis. Je pense que il se laisse trop influencer par ses hormones. Ça le ramène dans des délires et dans des galères inutiles, mais à plein de moments dans sa vie, quoi, tu vois. Et donc voilà, pour moi, un solide A. Très bon roi. Stanislas. La même note, exactement pour les mêmes raisons. J'aurais pu presque, mais je pense qu'il lui manquait 20 ans et on ne sait pas ce qui serait passé, hein. J'aurais presque pu pencher également pour un S, mais finalement sa mort et ce qu'il laisse derrière, hein, la minorité de son fils et les problèmes que que vont engendrer la régence. Euh, sa personnalité aussi est peut-être un peu changeante, hein, parfois. Finalement, pour moi, je le classe un bon A solide, très bon politique. On peut pas lui reprocher, mais voilà, c'est pour ces deux raisons-là. Sa mort et ce que ça va engendrer, enfin ce que va engendrer la régence, et ses choix divergents, notamment d'un point de vue religieux, qui lui coûte la vie finalement, hein. Mais ça lui ramène le pouvoir, mais ça lui coûte la vie. Pour ça que je mets un A, mais un bon A aussi. Ok. Bon, moi je l'ai trouvé un peu dur, hein. Je l'aurais mis en S parce qu'effectivement il meurt, mais quelque part il était traqué depuis très longtemps et je pense que de toute façon quoi qu'il arrive, ça serait arrivé parce que Ravaillac était aussi un peu illuminé et qu'il aurait trouvé quoi qu'il arrive une solution pour le buter à un moment ou un autre. Donc quelque part, c'est pas non plus de son fait de mourir, même s'il était à ce moment-là.
Toché, c'est son côté libertin qui te plaît, ça t'aime bien, toi. Bah, allez, ça, c'est... Non, je vous trouve dur parce que c'est vrai que quand on regarde par rapport à effectivement à d'autres, enfin et surtout il y a l'image qui ressort, mais il n'y a pas que l'image. C'est vraiment, je trouve que on parle de il aurait dû avoir un service de renseignement qui va être mis en place un peu par le roi suivant. Il a, ce que je veux dire, c'est qu'il a les gardes. C'est juste lui, il part en mode Yakalelo et voilà, tu vois, c'est. C'est ça. La ref 92. Hein. Voilà, c'est lui, le trimard. Et non, mais je suis assez d'accord. On se fasse empoisonner à la cour. Et ça, encore, ça, il y a je tolère. Ça passe. Mais quand on regarde vraiment des rois empoisonnés à la cour, il y en a quasiment pas eu. Ouais. Il y a eu plein de tentatives d'empoisonnement. Il y a une seule mort. Très peu de réussite. Il y a une seule mort que je noterais rang S, juste du fait de sa mort, Félix Faure, qui meurt en se faisant sucer par sa maîtresse. C'est quand même vrai. énorme. Tu vois, juste pour ça, peu importe ce qu'il a fait, rang S. Parce que c'est ce qu'on aspire tous. On aspire tous, c'est ça que t'es en train de dire? Et la maîtresse aussi. Avec la meilleure phrase politique de tous les temps, il voulut être César, il finit Pompée. Voilà, bon, donc, ça finit un peu grivois tout ça. Moi, je croyais que c'était César a eu la Gaule, il s'est fait pomper. Je crois que c'était ça, non? Bon, il est pas que ça se termine cette histoire. Ça va mal finir sinon. J'en ai marre de marquer Advanced Advisory, machin, etc. en bas du podcast. Si un jour on pouvait mettre tout public, ça serait bien. Messieurs, donc, Kai, je te laisse écrire Henri IV en rang A, et puis on a fini cette émission, je pense, voilà, sous le signe de la bonne entente, de la bonhomie, de la bienveillance, comme à chaque fois. Peut-être même plus que d'habitude. Il n'y a pas eu d'énervement, il y a eu du calme. C'était une émission du vivre ensemble. Ah là, c'est bien, c'est bien, c'est super. Eh ben, écoutez. Bon dimanche, bon week-end, bonne semaine à vous. Et puis n'hésitez pas également à classer le roi. Vous avez le droit de d'accord avec nous, pas d'accord. Vous pouvez nous rejoindre effectivement sur le podcast, sur YouTube aussi, si vous voulez voir nos têtes, enfin presque à tous. Et puis écoutez, on se retrouve dans quelques jours pour la suite de nos classements. Salut à tous. Salut. Ciao.